Avant de passer justement à la présentation en tant que telle, j'aimerais vous présenter donc notre conférencière et nos conférenciers. J'aimerais tout d'abord vous présenter Marilyn, chère Marilyn, Bonjour. Marilyn Nadeau, au Cégep de Rivière-du-Loup, qui est conseillère pédagogique, donc au Cégep de Rivière-du-Loup depuis 2018. Marilyn, je le sais, ça fait pratiquement 20 ans qu'on se connaît et est passionnée des technologies éducatives et elle a occupé le poste de conseillère pédagogique TIC au Cégep de Sainte-Foy de 2007 à 2018. Elle s'intéresse aux environnements numériques d'apprentissage et a développé au cours de sa carrière une expertise en formation à distance, entre autres avec le FADIO, dont une des représentantes là, est présente au présent webinaire. Elle est membre aussi du réseau des répondantes et des répondantiques, donc le réseau REPTIC depuis 2004, et elle a participé à de nombreux comités de travail, notamment le comité TIC et réussite, qui a permis de générer un guide, un conseiller pour accompagner la mise sur pied d'une activité pédagogique intégrant l'éthique ou non, dont je vais vous fournir le lien tantôt. Nos deux autres invités conférenciers travaillent tous les deux chez Cadre 21. Il s'agit tout d'abord de Sébastien Stas, qui est aujourd'hui directeur de Cadre 21, un organisme, comme la majorité d'entre vous le savez probablement, voué au développement professionnel du personnel scolaire en partenariat avec le ministère de l'Éducation du Québec. Sébastien est enseignant et directeur d'établissement scolaire au primaire et au secondaire. Il est actuellement aussi chargé de cours auprès des futurs enseignants et auprès des directions d'établissements scolaires, tant à l'Université de Montréal qu'à l'Université de Sherbrooke. Il s'intéresse particulièrement au leadership pédagogique, au développement professionnel en éducation et aux nouveaux défis des systèmes éducatifs. Quant à Maxime, il a été enseignant d'univers social pendant 15 ans et il s'est intéressé de près au numérique et à ses impacts, autant dans l'espace scolaire que dans la société en général. Il s'est joint à l'équipe de Cadre 21 en 2017 à titre de stratège numérique, où il contribue au rayonnement du développement professionnel en éducation francophone. Alors, je vous souhaite un bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci, Nicole. Merci. Oui, merci Nicole. Alors, bonjour à tout le monde, puis bonsoir de ce que je comprends aussi, hein, puisqu'on a des participants qui nous arrivent tout droit d'outre-mer. Donc, nous sommes ici, je dirais au Québec, parce que moi, je suis à Lévis, Sébastien est dans les Laurentides, on a Marilyn au Bas-Saint-Laurent aussi. Donc, on est vraiment dans une rencontre multirégionale en ce moment, puis ça nous fait plaisir de prendre du temps ce midi avec vous pour discuter de la valeur, la reconnaissance, la crédibilité du côté des badges numériques. Je vais en profiter pour partager mon écran. C'est moi qui va faire ça, qui va vous accompagner de ce côté-là. M'assurer que mon centre de contrôle est tout là. Est-ce que ça fonctionne de votre côté? Très bien. C'est bon. Parfait. Alors, on peut débuter. Fait que je ne repartirai pas la présentation des intervenants. Je pense que Nicole l'a bien fait. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Nicole de nous avoir approchés puis de nous avoir rassemblés. Bien qu'on a travaillé avec Sébastien et moi, on a eu le plaisir de travailler avec Marilyn dans la dernière année activement, puis on pourra peut-être en faire une mention un petit peu plus tard, de pouvoir parler justement de badge numérique avec vous ce midi. Et puis, je salue aussi toute l'organisation de la QPC, dont Samuel Bernard, directeur général, là, qui a bien confiance justement en nous, puis vous parler de tout ça. Fait on commence tout de suite. Le plan de présentation qu'on vous propose aujourd'hui se trouve à être un peu comme en 5 temps. Donc, on va d'ailleurs prendre quand même. Nicole disait tout à l'heure que, bon, tout le monde connaît probablement le cadre 21. On va quand même prendre le temps de se présenter. Je pense que ça peut être intéressant pour le bénéfice de plusieurs personnes qui sont avec nous ce midi qui voudraient en savoir plus. Mais rapidement aussi sauter sur les éléments de base qui tournent autour du développement professionnel. Qu'est-ce qu'on entend de ce côté-là? De faire un petit arrêt sur un outil qu'on a développé au cadre 21 puis qu'on aimerait bien vous partager parce qu'on pense qu'il peut s'intégrer dans vos différents milieux aussi, qu'on a appelé la matrice du développement professionnel. Donc, on va faire un petit stop là-dessus. Et c'est ce qui nous amène inévitablement à parler de l'enjeu de la reconnaissance de ce développement professionnel-là et de venir à parler de badge numérique, qui est un outil
qui peut être intéressant du côté de cette reconnaissance-là, autant pour le personnel scolaire que pour les étudiants. Et c'est là qu'en cinquième temps, Marilyn va nous parler de l'initiative du Cégep de Rivière-du-Loup qui a mis un projet en branle pour pouvoir utiliser cet outil-là comme reconnaissance puis on va le voir avec Marilyn, d'un paquet de choses qui entrent dans la vie d'un étudiant, d'une étudiante au collégial aujourd'hui. Donc, ça va faire un tour, pas exhaustif, mais un tour quand même assez large sur la place des badges numériques dans le secteur de l'éducation, puis dans ce cas-ci aussi dans le cadre de l'enseignement supérieur. Donc, d'emblée, le cadre 21, c'est tout d'abord un acronyme. Hein? C'est le Centre d'animation, de développement et de recherche en éducation pour le 21e siècle. La mission du cadre 21 est vraiment, là, comme vous le voyez à l'écran, tourne particulièrement autour du développement professionnel au service des principaux acteurs qui sont là sur le terrain, que ce soit les enseignantes, tout le personnel éducatif, les professionnels qui tournent autour, évidemment les cadres scolaires aussi. De nos différentes missions, il y en a une en particulier qui a connu un grand essor dans les dernières années. Puis je vais en profiter pour passer la parole à mon directeur, M. Sébastien Stas, pour vous en parler un petit peu plus en détail. Eh bien voilà, c'est un peu, bonjour à tout le monde. Alors, c'est un peu, pourquoi est-ce qu'on vous parle de développement professionnel avant d'arriver au badge? C'est que c'est l'expertise du cadre 21 est basée autour des auto-formations qui sont reconnues par un système de badge numérique. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait le détour par le cadre 21? C'est parce que notre expertise se situe au niveau du développement professionnel. Donc, les auto-formations que l'on propose sur la plateforme du cadre 21 sont en lien, oui, avec les compétences professionnelles des enseignants. Donc, on touche différents axes de formation dans lesquels on retrouve des auto-formations. Actuellement, on est à 35 auto-formations qui sont divisées en niveaux, 4 niveaux pour chaque formation, donc plus de 120 modules de formation qui sont disponibles sur notre plateforme actuellement. Donc, on touche autant les compétences numériques, les stratégies pédagogiques plutôt, le soutien aux apprenants qui sont, oui, les élèves à besoins particuliers, mais aussi les élèves à haut potentiel, par exemple, ou tout ce qui est l'aspect de gestion de classe aussi auquel on touche. On a des partenariats pour la formation à distance. On a un partenariat avec la FADIO qui s'occupe spécialiste justement en formation à distance, avec lequel on a développé plusieurs formations justement en lien avec la formation à distance et plusieurs formations partenaires, entre autres des formations pour les entraîneurs. On a un nouvel axe, je peux peut-être l'annoncer maintenant, il n'est pas encore en ligne, mais je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des primeurs. Donc, je vous annonce qu'on a un nouvel axe qui va être mis en ligne bientôt, qui va s'appeler Leadership et accompagnement, qui va s'adresser aux gens justement qui font de l'accompagnement, que ce soit des directions d'école, mais aussi des conseillers pédagogiques, des technopédagogues, donc tous les gens qui ont une espèce d'intérêt à accompagner d'autres enseignants ou d'autres membres du personnel. Donc, on a un axe qui s'en vient pour eux. Alors, ces 5 axes-là, évidemment, il y a des formations à l'intérieur de ces axes-là et on peut peut-être vous dire que la raison pour laquelle on est aussi approché par le milieu, c'est qu'on a une entente de partenariat avec le ministère de l'Éducation. Donc, c'est un peu à travers le plan d'action numérique où le ministère nous a mandatés pour faire en partie les formations numériques. En tout cas, le plan d'action numérique touchait une bonne partie du plan d'action numérique, évidemment, des compétences numériques des enseignants. La particularité du cadre 21, c'est que les formations au numérique, ou le numérique, si on veut, est en filigrane de l'ensemble des formations que l'on offre. Donc, on est un des partenaires du plan d'action numérique. Donc, c'est la raison pour laquelle les formations sont actuellement gratuites pour le primaire, le secondaire et évidemment le collégial. Donc, qui s'est ajouté là, suite aux 2 premières années là, de présentation de nos formations, on a ajouté le secteur collégial et universitaire à notre offre de formation gratuite. Donc, c'est un peu le lien qui nous unit avec la formation là, au niveau du poste secondaire. Voilà, Maxime. Ah non, je vais continuer, c'est bon, je vais continuer mon bout sur la formation initiale, c'est bon. Alors, on parlait d'université, j'ai la chance de donner des charges de cours aux futurs étudiants. Alors, un des éléments, je pense, qui est maintenant
en tout cas, qu'on peut prendre pour acquis certainement, c'est que la formation initiale est vraiment la base de ce que ça nous prend, si on veut, pour mener à bien le travail que l'on peut faire, que ce soit au niveau de l'enseignement, entre autres. Donc, oui, on sort de l'université. Les étudiants en formation initiale sortent de l'université avec une base pour faire le travail qu'on va leur demander dans leur milieu. Mais il y a la formation continue qui prend maintenant de plus en plus d'espace. Donc, l'illustration qu'on a ici, je pense qu'au travers d'un continuum, on peut maintenant dire que la formation tout au long de la vie, hein, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle maintenant, est de plus en plus importante vu la rapidité avec laquelle évidemment le numérique s'accélère, mais aussi les connaissances aussi que l'on a sur le système éducatif, mais aussi sur les approches pédagogiques ou sur ce qui se passe, si on veut, au niveau de la recherche. Donc, cette espèce de formation continue devient de plus en plus importante, d'où la nécessité d'avoir différentes ressources, donc d'aller pouvoir s'abreuver à différentes ressources pour justement arriver à un développement professionnel global qui inclut la formation initiale, mais qui inclut aussi maintenant toute la formation continue qui prend de plus en plus de place. À toi, Maxime. Absolument. Et je vous parlais tout à l'heure de notre matrice du développement professionnel. Voici l'exercice qu'on a fait parce qu'évidemment, comme Sébastien l'a présenté, quand on parlait de notre expertise qu'on a développée dans les dernières années au sujet du développement professionnel, ça nous a amené à nous poser la question, bien sûr que nous, on a une plateforme d'auto-formation, puis qui dit auto-formation dit qu'il y a quelque chose d'autonome dans la démarche, mais évidemment, des ressources d'auto-formation qui sont autoportantes, on est encore avec le préfixe auto un peu partout, peuvent être quand même être utilisées dans différents contextes. Et donc, ça nous a amené à réfléchir sur les différents contextes dans lesquels peut se dérouler des activités de développement professionnel. Et on a, évidemment, on a une réflexion plus large que nos simples auto-formations à nous, parce qu'évidemment, c'est une partie de ressources dans un écosystème qui devient de plus en plus riche au niveau des ressources pour se former. Là, on a une représentation en deux axes qui sont là, comme vous voyez à l'écran, et dans lequel on développe à ce moment-là 4 cadrans. Puis, c'est sûr que dans une perspective d'auto-formation, on est plus dans le cadran qui est le numéro 3, qui est en haut à droite, qui est le classique où est-ce que quelqu'un décide justement lui-même d'un sujet duquel il a besoin d'approfondir, de faire du travail particulier, il se fixe des objectifs, puis évidemment, il va potentiellement à son rythme, donc totalement autonome, totalement dans une démarche autogérée là-dedans. Évidemment, le développement professionnel peut se faire aussi de façon classique, puis ça, au secteur jeune. On le voit particulièrement souvent lorsqu'on parle du cadre des journées pédagogiques, où est-ce que tout le monde et tout le personnel scolaire est en moment de potentielle formation continue. Et là, il y a institutionnellement un sujet qui est décidé. Il y a potentiellement la présence d'un animateur aussi, et tout le monde réfléchit, travaille, s'informe au sujet d'un même, à un même sujet en même temps. Là, ce qu'on voit aussi se déployer de plus en plus, c'est les éléments qui sont comme, on pourrait dire, dans l'autre diagonale, dans le cadran 2 et dans le cadran 4, où est-ce qu'il y a un petit peu plus de flexibilité, il y a un petit peu plus d'éléments qui ressortent, qui émanent exactement de besoins, mais des fois des besoins qui sont collectifs, comme le cadran en haut de numéro 2, où est-ce qu'une équipe école va décider qu'on s'alloue du temps sur des sujets qui sont contextualisés, soit dans les cours, dans les départements, dans des éléments plus transversaux, là, par exemple, et que ça donne lieu à des échanges entre collègues, et que là, il y a une démarche, dans le fond, qui se trouve à être collective dans ce développement professionnel-là, et qui s'étale aussi dans le temps. Tout comme le cadran 4, qui, lui, clairement, s'étale dans le temps, parce qu'il y a vraiment un plan de match établi par l'institution pour travailler des sujets ciblés, puis ils peuvent être au singulier comme au pluriel, et qu'on se donne un échéancier, on se donne des objectifs, et là, il y a un élément qui est suivi, donc il y a quelque chose qui est un petit peu plus orchestré. Il y a peut-être un élément qui est un peu plus accompagné dans la démarche, mais c'est le tableau qu'on a réussi à faire pour voir comment peut se développer le développement professionnel et ses actions sur le terrain en ce moment. Puis nous, ça nous a beaucoup aidé à voir comment nos ressources autoportantes
en auto-formation peuvent être intégrés dans toutes sortes de contextes qui n'est pas comme quelqu'un tout seul avec son ordi dans son coin, mais que ça peut être vraiment une démarche qui est collective, qui est concertée et qui est partagée également. Puis, évidemment, on pourrait en parler longuement là, du développement professionnel, parce qu'on baigne là-dedans de notre côté au cadre 21 à tous les jours. Quelques suggestions de lecture. Si vous voulez en savoir plus, on a développé un peu plus ce sujet-là de la matrice dans un article qui est paru dans le magazine EdCan, puis qui est disponible en ligne également. On a fait une publication à ce sujet-là aussi dans le magazine de l'École branchée, également à ce sujet-là. Puis il y a la notion beaucoup de différenciation dans le développement professionnel là, qui anime nos réflexions beaucoup, parce qu'il y a pas une façon royale de vivre sa formation continue. Il y en a tout plein, dépendant des objectifs qu'on poursuit. Puis, lorsqu'on discutait avec Marilyn pour élaborer la présente présentation, évidemment, on s'est dit, est-ce qu'il y a des lectures intéressantes qui peut-être là concernent un petit peu plus l'enseignement supérieur? Je présume qu'il y a beaucoup de nos participants ce midi qui œuvrent en enseignement supérieur. Bien là, on a trouvé des éléments de lecture intéressants, que ce soit du côté d'un article de Catherine Réaume qui aujourd'hui chez Éductive, qui parlait justement de se perfectionner quand on enseigne au collégial. Et même chose du côté d'un article universitaire qui a été publié l'an dernier, donc 2021, assez récent, qui s'appelle « Le développement professionnel au poste secondaire à l'ère numérique », particulièrement intéressant, là, qui a été co-rédigé par Normand Roy, Edith Grosseline et Bruno Polubert. Donc, ça vaut le détour aussi de ce côté-là. Fait que si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dessus, on vous encourage, évidemment. Fait que si on résume un peu le parcours typique qui nous amène justement à notre enjeu qu'on parlait d'entrée de jeu sur la reconnaissance de ce développement professionnel-là. Fait qu'il y a qu'est-ce que le développement professionnel, comment on peut le vivre, puis dans quel parcours on s'insère lorsqu'on est actif dans sa démarche de formation continue. Bien, on a identifié quelques éléments, comme évidemment l'identification du besoin. Est-ce que c'est un besoin personnel? Est-ce que c'est un besoin d'équipe, un besoin collectif, un besoin de l'institution? Puis évidemment, après ça, il y a des choix à faire sur les ressources qui seront utilisées, sur la démarche. Est-ce que c'est quelque chose de totalement autodidacte ou c'est quelque chose d'accompagné? Parce qu'on sait très bien que la notion d'accompagnement, puis je salue au passage tous les conseillers pédagogiques qui sont conseillers et conseillères pédagogiques qui sont avec nous aujourd'hui, qui jouent un rôle crucial dans toute cette démarche et cette orchestration de développement professionnel, pour que arrive la partie du milieu qui est l'engagement, qui est peut-être la partie la plus le cœur dans le fond de tout ça. Et en fin de course arrive de dire qu'on a fait tout plein d'efforts, on a mis des actions, on a posé des actions concrètes et ça vaut la peine de s'arrêter sur cette notion-là de reconnaissance de ce temps, de cette énergie, de ces apprentissages-là qui ont été faits, de ce développement d'habiletés, de compétences. Et là arrive la reconnaissance de cette formation continue-là. Et si on avait des outils qui peuvent nous permettre de garder des traces de cette démarche-là qui est là, ben là, on est encore plus dans une perspective d'apprenant à vie, de métacognition sur sa pratique, etc. Et c'est là peut-être qu'entre en jeu la pertinence d'un outil comme le badge numérique qui peut aider à mettre de la valeur, parce que c'est ça qu'on parle dans le titre de l'atelier, de la valeur à cette démarche-là, parce qu'on en garde des traces, puis on est capable de le démontrer, de s'y référer, de le partager. Alors, Sébastien, on pourrait parler justement de qu'est-ce qu'un badge numérique en tant que tel pour ceux qui iraient là. Mais je dois avouer que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on parle. Nicole, est-ce que tu as vu passer des éléments dans le clavardage? Est-ce que ça réagit un peu là-dessus? Puis est-ce qu'on vous encourage évidemment fortement à interagir avec nous dans le clavardage? Alors, pour le moment, je pense que les gens sont à votre écoute, madame, messieurs. Il n'y a pas eu de questions qui ont été posées, il n'y a pas de commentaires non plus qui ont été laissés, mis à part l'enrichissement par Sébastien et par toi, là, Maxime. Mais j'invite effectivement les participants à poser leurs questions. Je me permets seulement de préciser que concept de badge, ce n'est pas juste dans le monde de l'éducation, ça se fait énormément un peu partout dans le monde, entre autres aux États-Unis, dans plusieurs types d'industries. On pourra en parler par la suite. Merci. Merci, Nicole.
Ben oui, puis on va faire un peu de pouce sur ce que tu viens de dire, Nicole, parce qu'effectivement, le badge numérique n'est pas lié qu'à l'éducation. Et vous avez vu, à partir de la matrice, il y a différentes formules de développement professionnel. Donc, comment arriver à reconnaître ces différentes actions que les enseignants ou que le personnel va poser pour s'enrichir, pour aller chercher peut-être des connaissances supplémentaires, des compétences supplémentaires, des habiletés supplémentaires. Donc, comment faire pour reconnaître cette partie-là? Et c'est là que le cadre 21, dès le départ, dans son histoire, dès le début, s'est dit, ben, c'est un élément qui est majeur pour nous. Donc, oui, on veut offrir du développement professionnel, mais on veut surtout le reconnaître aussi et le valoriser. Donc, comment arriver à ces deux éléments-là? Ben, on s'est basé beaucoup sur le concept de badge numérique. Alors, ce n'est pas une opposition entre la certification traditionnelle et le badge numérique qu'on veut faire ici, qu'on veut illustrer par la diapositive. C'est plus vous présenter un peu comment se place actuellement ou comment fonctionne la certification qu'on a connue traditionnellement. Puis comment en quoi le badge numérique peut venir bonifier un peu cette certification-là qui existe. Donc, l'idée du badge numérique, ce n'est pas nécessairement de se substituer à ce que font les institutions scolaires. Donc, les institutions scolaires ont une façon d'attribuer des reconnaissances. Je pense que c'est toujours un élément qui est important. On veut dire, un diplôme universitaire demeure un diplôme universitaire. Par contre, parallèlement à ces formations-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen que d'autres organismes aussi puissent fournir des services de développement professionnel ou des services de formation qui puissent être reconnus d'une autre façon, d'une façon différente. Donc, c'est là que le badge numérique entre en ligne de jeu, qui peut être octroyé, puis vous avez vu dans la diapositive ici, le premier élément, on a indiqué n'importe quel lieu d'apprentissage, on n'a pas indiqué établissement et ce n'est pas fortuit. Quand on parle de lieu d'apprentissage, c'est au sens large, donc ça veut dire, oui, ça peut être un organisme professionnel, ça peut être une organisation professionnelle, mais ça peut aussi être des endroits précis, des endroits où on va on va aller à un congrès, où on va aller assister à un atelier. Donc, peu importe l'endroit où la formation va avoir lieu, purement le type de formation qui va avoir lieu, il y a une possibilité d'avoir une certification, d'avoir une attestation qui est différente un peu de ce qu'on va retrouver au niveau, par exemple, au niveau universitaire plus formel. Donc, on est encore dans une reconnaissance, mais d'une façon un peu différente. On sait que le certificat qu'on reçoit suite à la fin de notre parcours, que ce soit au collégial, que ce soit à l'universitaire, c'est souvent un diplôme, un document PDF, un diplôme qu'on va afficher dans le bureau souvent ou qu'on va garder. Alors, au niveau du badge, on est vraiment plus dans une reconnaissance qui va être sous forme électronique, avec des données qui sont habituellement, on parle de données standardisées. Il y a des normes qui encadrent l'émission de badges numériques. Au cadre 21, on utilise le Open Badges 2.0, qui est une norme internationale. Donc, il y a un format à respecter qui permet aussi, on le verra plus tard, de valider le badge en question, donc pour s'assurer de la validité de celui qui le reçoit, mais aussi de l'émetteur. On verra tantôt l'espèce de langage, le vocabulaire qu'il y a autour du badge numérique. Quand on parle de certification traditionnelle, on sait qu'une reconnaissance n'inclut pas les éléments souvent qui ont été mis en place pour obtenir la certification et souvent, c'est variable. Ça veut dire qu'on va avoir un nombre, dans le cas d'un bac, on a un certificat qui atteste qu'on a réussi, mais il n'y a pas nécessairement des éléments de réussite qui sont en lien avec ça. Alors qu'un badge numérique, on peut avoir des éléments très limités. Ça veut dire que le badge peut porter sur un élément très précis. Souvent, on va parler de micro-badge, donc plutôt qu'avoir une espèce de vue d'ensemble d'un certificat, mais on va être capable de certifier des éléments qui vont peut-être être plus pointus. Donc, attester des éléments qui sont vraiment axés sur un élément en question. Donc, c'est une des qualités, si on veut, du badge numérique plutôt qu'une certification qui est parfois plus traditionnelle. Pour valider un certificat, il faut aller à l'institution qui l'a émis. Donc, il y a un processus administratif, alors qu'au niveau du badge numérique, comme je vous disais tantôt, à partir du moment où où ça respecte la norme Open Badges 2.0, il suffit de copier l'URL du badge ou même l'image du badge dans un moteur de recherche ou un moteur de validation de badge, puis automatiquement, on connaît
rapidement qui est la personne qui a octroyé le badge, qui est l'institution qui a octroyé le badge, on verra tantôt, et quel est le récepteur, celui qui l'a reçu. Donc, on est en mesure de valider directement ce qui a été envoyé. Donc, ça permet une validation qui ne passe pas nécessairement par une vérification administrative là, de l'établissement qui l'a fait. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que le badge numérique offre une espèce d'autres façons d'attester la reconnaissance d'acquis qui n'est pas négligeable. Évidemment, il y a des enjeux au badge numérique à partir du moment où, dès le premier élément, on dit que le badge peut être octroyé par n'importe quel lieu d'apprentissage, mais on va voir qu'il y a tout un élément en lien avec la crédibilité autant de l'émetteur, mais aussi du contenu du badge. Puis c'est un peu la pointe que j'ai fait, le petit élément que j'ai ajouté là, quand j'ai fait la promotion du webinaire aujourd'hui sur LinkedIn, de dire au-delà des médailles en chocolat, bien, les badges numériques ont une valeur, mais on va voir dans le courant de ce webinaire-là comment est-ce qu'on peut aller s'assurer de la valeur du badge numérique. Voilà, donc suite à ça, bien, ce serait peut-être intéressant, Maxime, je te laisse continuer sur justement cette espèce d'écosystème-là au niveau du badge numérique. Absolument. Et puis, c'est bien de le schématiser aussi parce que ça met en perspective ces différentes caractéristiques qu'on considère essentielles là-dedans, dont plusieurs ont été déjà abordées par Sébastien. Puis on peut le résumer sous la forme de ce cycle du badge numérique, peut-être de sa création jusqu'au fait que quelqu'un est détenteur, dans le fond, d'un badge qui vient le micro-certifier ou micro-reconnaître quelque chose en particulier. Et ça, c'est une traduction qui émane de, puis vous avez la référence là, qui est juste en haut là, de l'organisme IMS Global Learning Consortium, hein, et qui avait synthétisé ça, puis j'ai trouvé ça intéressant, parce que je me le suis fait expliquer par quelqu'un qui a les deux mains dedans, parce qu'on parlait d'électronique tantôt, il y a quelque chose de fondamentalement informatique dans le badge pour passer de quelque chose qui est générique à quelque chose qui est particulier, qui appartient seulement au récipiendaire. Et donc, le point de départ, on pourrait dire, de ce cycle-là vient évidemment de l'octroyeur. Sébastien a parlé tout à l'heure de la différente nature que cet octroyeur-là peut être, donc qui délivre un badge numérique en tant que tel. Il y a un processus de création du badge en question qui se trouve à dire qu'on veut reconnaître quoi et on va créer le badge qui va être l'outil pour reconnaître ça. Et ensuite, évidemment, ben là, c'est le fait de l'offrir à des personnes qui sont potentiellement des récipiendaires. Et là, le badge générique pour reconnaître quelque chose, que ce soit peu importe quel développement d'acquis, ben, ce badge-là va se transformer en badge qui est émis à un récipiendaire. Et ce récipiendaire-là se retrouve à pouvoir l'héberger, à pouvoir l'afficher grâce au fait que ce badge qui est émis là, il est hébergé chez un hébergeur. Et cette personne-là qui veut le montrer que j'ai reçu ce badge-là, il est à moi, j'ai des preuves qui sont reliées à ce qui m'a été octroyé, ben, peut l'afficher. Puis là, tout à l'heure, d'ailleurs, Sébastien parlait de LinkedIn. LinkedIn peut permettre justement d'afficher ça. On va parler sur les différentes plateformes de portfolio professionnel, de sac à badge même, hein, parce que ce vocabulaire-là existe dans le jargon. Et évidemment, il y a tout le processus. Vous voyez la ligne qui parle de vérification, c'est que finalement, le badge numérique nous permet quand quelqu'un l'affiche, de pouvoir apprécier, dans le fond, comme personne externe, de dire comme « Ah, OK, cette personne-là, on lui a octroyé ce badge-là qui émane de cet organisme, de ce lieu d'apprentissage, de ce moment-là là, dont il est question. » Fait que pour faire, dans le fond, pour pas tomber dans trop l'aspect trop technique des choses, je vous amènerai plutôt dans un exemple. Fait que, puis là, je parlais tout à l'heure de l'AQPC qui nous fait confiance. Puis dans le fait de la confiance, c'est que l'AQPC voulait reconnaître de façon numérique la participation à leur dernier colloque, le colloque de juin dernier, qui était d'ailleurs 100% virtuel là, pour la première fois. Donc,
c'était un peu quasiment logique aussi jusqu'à un certain point de le faire, puis de passer à cette nouvelle preuve-là un petit peu plus consistante. Donc, l'AQPC comme octroyeur de reconnaissance de participation et d'animation, parce que là, j'ai pris l'exemple avec moi, là, parce que j'ai donné un atelier lors du colloque l'an dernier. Donc, j'étais en position d'animation. Je pouvais aller demander, dans le fond, une reconnaissance de l'atelier que j'ai animé via le badge qui était octroyé par l'AQPC. Donc, l'AQPC avait créé un badge animateur. Je suis allé en faire la demande. J'ai répondu aux éléments qui étaient demandés et on me l'a émis. Donc, vous avez là, dans le fond, juste en haut à droite, l'image du badge animateur au colloque de l'AQPC 2021 octroyé à Maxime Pelcha. Ce badge-là, il est hébergé en ce moment sur une plateforme qui héberge des badges numériques, c'est-à-dire comme chez nous. Fait que dans ce cas-ci, dans ce cycle-là, le cadre 21 héberge le badge qui est octroyé par l'AQPC. Donc, ça se trouve être relié à notre base de données. Et je peux l'afficher. Puis là, vous avez deux exemples, dans le fond, qui est là, comme moi, si je veux afficher puis que ce badge-là soit déposé quelque part, bien, il est en ce moment déposé dans mon portfolio professionnel sur la plateforme du cadre 21 parce qu'on en a une lorsqu'on se crée un compte, mais je l'ai affiché aussi dans mon profil LinkedIn. Fait que quelqu'un peut aller là, il peut cliquer sur le lien qui est comme un URL unique qui appartient à ce badge-là qui m'est octroyé à moi et puis qui amène aux informations et qui peut être validé avec les différents instruments dont Sébastien parlait tout à l'heure à ce niveau-là. Donc, dans finalement la vie d'une personne qui va se chercher un badge, ça se trouve être ça. Puis qui nous amène, dans le fond, à parler du concept, dans le fond, de cette validation, de cette vérification-là, mais prenons-le aussi comme une certaine forme d'appréciation de cette forme de reconnaissance-là qui est complémentaire aux formes traditionnelles, comme Sébastien en parlait tout à l'heure, puis qui nous amène à parler de la crédibilité de ce système un peu d'interdépendance là-dessus. Sébastien. Ton micro. Sébastien, on t'entend pas. Désolé. Alors, ben là, c'est parce que je voyais que Geoffroy était actif dans le chat. Fait que Geoffroy, on reprend un visuel qui émane de toi en 2015, qu'on a mis un peu à la sauce Cadre 21, là, comme tu le verras. Alors, l'idée de la crédibilité du badge, je pense qu'on arrive là au cœur un peu de ce système de reconnaissance d'acquis-là. Donc, quelle est la crédibilité du badge numérique? Puis je faisais la référence tantôt avec la médaille en chocolat. Donc, comment s'assurer que la certification qui est émise ou l'attestation qui est émise est crédible? Alors, tout part de cette espèce de système de confiance-là. Donc, au centre de ce triangle-là, c'est vraiment la confiance entre l'octroyeur, ça veut dire la personne qui va émettre le badge, la personne qui va le recevoir et l'appréciateur. L'exemple du cadre 21, je pense, est assez parlant. Le cadre 21 est à presque 14 500 badges d'émis depuis sa création. On est l'octroyeur de près de 11 500 badges. Donc, ça veut dire que c'est des badges de formation. C'est des formations qui sont hébergées sur la plateforme du cadre 21 et qui sont reconnues par un système de badges numériques. Donc, on est des octroyeurs, mais on est l'hébergeur de 3000 formations, de 3000 badges événementiels, donc qui sont des badges qui sont émis par des organismes, donc qui proviennent des organismes, mais qui sont hébergés sur la plateforme du cadre 21. Donc, c'est sûr qu'avec ce nombre-là, on est presque à 15 000 badges d'émis, on a une certaine crédibilité et la crédibilité, dans notre cas, est beaucoup axée sur l'aspect de rétroaction qui est en lien, l'espèce de validation des badges numériques qu'on verra un peu plus tard dans la présentation. Donc, en tant qu'octroyeur, oui, on a mis des éléments en place pour s'assurer que les badges qui sont émis par le cadre 21 ont, par exemple, une preuve qui est attachée. On verra cet élément-là un peu plus tard. Donc, il y a une responsabilité de l'octroyeur de s'assurer que les badges qui sont émis respectent un certain standard. Au cadre 21, on a des grilles d'évaluation pour s'assurer que chacun des badges émis respecte une certaine forme de qualité. Pour les badges événementiels, il y a des questions à répondre. Maxime le disait tantôt qu'en ayant cherché son badge d'animateur, il a dû répondre à des questions pour pouvoir obtenir le badge. Donc, il y a
le badge n'est pas émis automatiquement. Il y a quand même quelque chose à faire pour montrer qu'on mérite le badge en question. Et il y a quelqu'un qui va approuver le badge, donc qui va dire oui, parfait, ça respecte les conditions d'octroi, donc le badge va être émis. Donc, à l'intérieur de ce système-là, une fois que l'octroyeur est bien identifié, bien, le récipiendaire fait confiance évidemment à l'octroyeur, dit oui, moi je suis intéressé d'avoir un badge de cet octroyeur-là parce que oui, il y a un élément de confiance, de respect, de crédibilité qui est en lien avec ça. Et évidemment, au niveau de l'appréciateur, c'est un peu la même chose. Donc, oui, le badge a été émis, la personne a fait une démarche. Donc, ce triangle-là, si on veut, est au cœur, si on veut, de la crédibilité du badge numérique qui part évidemment avec la pertinence au départ là, de ce qui a été mis en place pour l'obtention d'un badge numérique. Une des particularités du cadre 21, c'est qu'il n'y a aucun badge qui est émis au cadre 21 sans une preuve qui y soit associée. Donc, ce n'est pas possible d'avoir un badge numérique au cadre 21 sans avoir une preuve qui est liée à ce badge-là. On le verra un peu plus tard là, dans la présentation, mais c'est un des éléments qui est propre là, au modèle du cadre 21. Alors, au-delà de cet élément-là, on arrive évidemment au portfolio, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un badge numérique, il faut bien l'héberger, il faut bien le montrer quelque part. Alors, quand c'est une certification traditionnelle, on l'encadre puis on le met dans son bureau. Dans le cas d'un badge numérique, on va le déposer dans un endroit numérique. Donc, le cadre 21 offre un portfolio numérique dans lequel il est possible d'accumuler les badges élaborés au cadre 21, mais qui va être aussi possible sous peu, on est en développement, d'héberger des badges qui vont avoir été réalisés un peu partout. Donc, on va devenir une espèce d'endroit où on va être capable d'héberger l'ensemble des réalisations qu'on va avoir faites, donc d'avoir une espèce de trace sous forme de portfolio des éléments qu'on a accumulés au fil de notre développement professionnel. Donc ici, on le voit en termes de développement professionnel, mais on peut très bien voir que cet élément-là pourrait se traduire dans le cas d'un étudiant, par exemple, qui pourrait accumuler des compétences, des connaissances, des badges liés à certains éléments au cours de son parcours scolaire et de pouvoir les faire afficher pour un éventuel employeur, pourquoi pas, éventuellement comme preuve d'éléments qui vont avoir été faits en cours de formation. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, au cadre 21, il faut s'inscrire sur le site, parce que pour héberger le badge numérique qui est émis à la fin, il faut être capable de l'héberger quelque part, puis par défaut, ça se place dans le portfolio de l'utilisateur dans ce cas-ci. Voilà, donc c'est un peu l'élément. Évidemment, on peut continuer, puis je vais laisser Maxime vous parler un peu des éléments de preuve et des éléments de validation du badge à ce moment-là. Oui, je vais passer la parole à Nicole. Je vois que ça s'active dans le clavardage, puis je vois qu'il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés. Il y a des questions aussi qui sont posées. Est-ce que tu voulais les soulever, Nicole? Oui, très, très intéressant d'ailleurs. Parce que je me suis permis de poser la question, est-ce que vous êtes en lien avec un projet ou en réflexion sur un projet de badge? Et il y a beaucoup de personnes qui ont répondu à l'appel. C'est très intéressant, c'est très enrichissant. Et vous y aurez accès là, quand je vous enverrai le texte du clavardage là, après la rencontre. Il y a un certain Jacques Cool qui posait la question suivante. Les récentes avancées du système de badge permettent-elles aujourd'hui aux récipiendaires d'exporter un badge bien hébergé quelque part et de l'afficher ailleurs, par exemple dans un portfolio numérique, ou est-ce plutôt un lien URL pointant qui va pointer vers les données du badge chez l'hébergeur? Effectivement, le badge numérique, comme on le voyait tantôt, il se trouve à être hébergé quelque part parce qu'il y a une machine à badge, entre guillemets, là, c'est un jargon un peu simpliste là, qu'on emploie, là, qui fait en sorte que le badge passe justement de l'octroyeur qui veut dans le fond l'octroyer, comme le donner à quelqu'un qui a démontré ce qu'il avait à démontrer dans le fond pour se trouver à y avoir droit jusqu'à un certain point et qu'on le reconnaisse. Donc, l'hébergement est un peu nécessaire. Là, ce qui devient intéressant, c'est plutôt l'aspect de l'affichage. Puis c'est ça qu'on voit qui est en train de se développer parce que l'affichage, par défaut, un peu comme Sébastien le disait, vient dans le portfolio qui est souvent à la base dans un profil, un compte qui est créé sur la plateforme qui héberge, mais on voit bien que et c'est ça l'approche du Open Badge aussi, de voir qu'il y a quelque chose d'un peu universel, puis que quand
les métadonnées puis la façon dont le badge a été construit permet cette exportation vers d'autres afficheurs. Fait que c'est moins l'hébergement du badge en tant que tel que son affichage multiplateforme qui devient important. Il y a un enjeu informatique en arrière de tout ça, puis je ne tomberai pas dans les détails ici. Là. On travaille avec des pros là, du développement web là, pour nous accompagner évidemment là-dedans parce que, comme n'importe quoi en informatique, le diable est dans les détails. Mais on comprend bien que c'est un enjeu réel parce que dans le titre de l'atelier, il est question de valeur, mais il y a une valeur pour le récipiendaire du badge hein, sur le fait qu'il lui appartient, donc il peut aller le déposer partout où est-ce qu'il peut l'afficher pour faire la démonstration de ses acquis, de ses habiletés, de ses compétences, dans le fond, qui ont été développées. Fait que c'est ça qu'on voit qui se développe. Là. C'est sûr que, comme je donnais mon exemple tantôt sur LinkedIn, c'est une façon de l'afficher. C'est encore un peu artisanal pour le faire, mais on voit qu'il y a des grosses plateformes, notamment des plateformes américaines, européennes, qui commencent à avoir des boutons qui sont intégrés dans leur lieu d'hébergement et qui permettent de facilement aller l'afficher sur, par exemple, les réseaux sociaux, par exemple, sur un site web personnel, donc ces éléments-là. Puis ça, ces développements-là vont vraiment permettre. Puis je pense que Marilyn va l'aborder tout à l'heure aussi, là, dans le cadre vraiment d'une formation qui est en continu, comme un étudiant qui va passer du statut d'étudiant ou étudiante à personne sur le marché du travail, elle veut transporter. Hein, on veut pas que cet élément de reconnaissance-là, on aimerait bien qu'il ne reste pas campé dans l'institution, mais qu'il puisse le transporter, comme dans la métaphore du sac à badge, du sac à dos de développement professionnel qu'on se crée dès la formation initiale, puis qu'on transporte aussi. Là. Puis je voyais, Nicole, que quelqu'un, je vois ici le Claire Aubert, Oui. qui parlait là, Oui. justement là, de cet enjeu-là qui émane en dehors du milieu de l'éducation. Puis je pense que justement, quand Marilyn va en parler d'un point de vue de l'étudiant, qui est en formation et qui va justement se transposer dans un autre milieu qui n'est pas celui de l'éducation. Donc, il peut recevoir un badge dans le milieu éducatif, mais il veut après ça le transporter avec lui dans un autre milieu qui, lui, n'est pas le milieu d'éducation parce que c'est le milieu dans lequel il va aller travailler puis il veut aller démontrer ses acquis, ses compétences. Effectivement, il y a vraiment quelque chose de très utile dans cet outil-là qui est le badge numérique à ce niveau-là. Fait que, sans tomber non plus dans trop de détails techniques, puis juste pour illustrer un peu comme notre façon dont nous, ça se trouve à être illustré au cadre 21, quand on dit que le badge est hébergé chez nous, il y a effectivement un URL unique qui se trouve à être comme le lieu d'hébergement de ton badge, là, il se trouve à être là. Par contre, puis on peut toujours le visualiser là. Par contre, l'image du badge qui se trouve à être à gauche, là, où est-ce qu'on voit le nom de la personne en dessous, on voit justement là, octroyé par qui. Cet élément-là, c'est l'image qui est là, puis je me le suis fait expliquer là, par des développeurs web, c'est que là, on parlerait d'un badge qui est cuit. Et s'il est cuit, ça veut dire que l'image qui se trouve à être là qui est l'image du badge en ce moment, c'est CUA Architecte, donc c'est la conception universelle de l'apprentissage, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'acronyme. Cette image-là contient toutes les métadonnées en arrière. Donc, ce n'est pas juste une image PNG ou JPEG, ça se trouve être vraiment une image qui contient des métadonnées dans lesquelles on a tous les éléments de base, c'est-à-dire c'est qui l'octroyeur, c'est qui le récipiendaire, puis quels sont les éléments que transporte, dans le fond, ce badge-là comme preuve en arrière à ce niveau-là. Et tout ça est intégré dans l'image. Fait qu'il y a ça comme aspect technologique, on pourrait dire, là, du badge numérique, comme dans sa version badge cuit. Donc, c'est de dire quasiment là, que faire une métaphore culinaire, c'est que l'institution, par exemple, qui octroie des badges, prépare quelque chose, dans le fond, qui est à cuire, puis que ça va se trouver à être cuit une fois que la personne va avoir démontré ses habiletés, ses acquis, etc., etc. Et un coup qui est cuit, là, on ne peut pas le décuire. Si ça se dit mal, là, mais on ne peut pas le décuire. qui rit un peu, mais c'est ça, on ne peut pas le décuire. Donc, il se trouve être vraiment cuit pour cette personne-là. C'est avec son nom, ses preuves, ses actions qu'elle a faites, là, qui se trouvent à être fusionnées avec cette image-là. Puis c'est là que le badge numérique, ça revient un peu... on est encore dans la métaphore culinaire, mais plus qu'un badge en chocolat, plus qu'une médaille en chocolat, comme Sébastien le disait, à ce niveau-là.
Et c'est le lien direct de cette image-là qu'on peut aller transporter dans un validateur de badge numérique qui nous donne toutes les informations relativement à ça et qui assure une crédibilité, donc une valeur à cette reconnaissance-là là, qui a été délivrée. Puis dans notre cas, pour justement ce qui est le cas des auto-formations du cadre 21, puisqu'on demande un peu comme des preuves de réflexion ou d'action sur le sujet qui a été développé et ultimement mis en action pendant l'auto-formation, ben, il y a un formulaire à remplir. Toutes les réponses puis les liens qui vont avoir été joints, les pièces jointes là, qui vont avoir été ajoutées à la demande de badge vont rester encapsulées avec le badge numérique et peuvent être visualisés sous format PDF, comme ça, avec des liens cliquables aussi. Donc, il y a vraiment une trace de la preuve de pourquoi on m'a octroyé ce badge-là. Voici les preuves qui démontrent ma réflexion, mes actions, etc., selon les critères qui ont été préalablement établis par l'octroyeur. Fait qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur cet aspect-là, comme on disait d'entrée de jeu là, en introduction, de vraiment transporter les preuves et pas juste pas juste la reconnaissance en mots, mais aussi comme en preuve d'action qui montre qu'on méritait cette reconnaissance-là qui nous a été donnée. Fait que ça revient un peu à ce cercle, cette espèce de cercle vertueux là, qui est encore en trois temps. Puis, Sébastien, je te passerai la parole là-dessus, là, sur ce cercle vertueux. Oui, juste avant de passer la parole à Marilyn, donc, c'est vraiment l'idée, vraiment, au niveau de la formation, au niveau du portfolio, c'est vraiment d'enrichir son portfolio. Comment est-ce qu'on enrichit son portfolio? Bien, son engagement dans des apprentissages. Oui, c'est lié chez nous au cadre 21, mais on voit que ça pourrait être lié à n'importe quelle source de formation. Donc, d'aller se former dans différents concepts, dans différentes façons de faire, dans différentes offres. Donc, d'avoir une espèce de buffet de ce qu'on peut aller chercher. Donc, d'aller s'alimenter à différentes sources, mais que ces apprentissages-là soient reconnus. Le badge numérique permet cet élément-là. Dans le cas du cadre 21, il y a une rétroaction qui est liée à cette reconnaissance-là. Donc, on valide le badge par une espèce de rétroaction, mais il y a une reconnaissance qui est liée à ça. Et la valorisation vient de cet élément-là où cette reconnaissance-là est déposée dans un portfolio qui permet d'enrichir un petit peu le bagage, le sac à dos qu'on a. Peut-être un élément que je pourrais peut-être ajouter suite à la question qui a été posée là, par Jacques là, par rapport au lien URL, il demeure que la prochaine étape sera très certainement l'usage du blockchain actuellement. Ceux qui connaissent les crypto-monnaies là, connaissent un petit peu comment les éléments fonctionnent là, sans entrer dans les détails. Donc, l'usage du blockchain permettrait à ce moment-là d'éliminer tout serveur dédié, si on veut, à l'hébergement de ces badges-là et faire en sorte que le badge puisse fonctionner malgré l'arrêt d'un serveur ou d'un service qui aurait produit évidemment le badge à un certain moment donné. Donc, d'assurer la pérennité, si on veut, du badge numérique, nonobstant l'apparition ou la présence d'un serveur, par exemple, auquel il aurait été émis. Donc, évidemment, on pourrait revenir ici avec la pérennité d'un badge. Donc, un badge, c'est bon combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Mais là, ça serait à discuter en fonction des éléments qui sont liés au badge. Donc, ce serait un autre élément à voir. Avant de céder la parole à Marilyn, on ne peut pas terminer cet élément-là sans parler du parcours de formation. Donc, on est vraiment là-dedans. On parle d'un sac à dos, on parle de backpack là, en langage de badge, une espèce de sac à dos dans lequel on va aller, je disais tantôt, s'alimenter à différentes sources. Mais c'est un peu l'idée, puis je reviens à la diapositive initiale là, où on parlait de la formation initiale qui fait partie du sac à dos de l'enseignant ou du formateur, mais auquel va s'ajouter un paquet d'éléments liés au développement continu. Puis c'est à cet élément-là, on peut voir que dans le cas de l'image ici, on a les ressources du cadre 21. Bon, on a intégré la FADIO au niveau du collégial. Il y a aussi des auto-formations qui sont disponibles dans différentes autres sources.
différentes ressources qui sont disponibles, mais aussi les ressources même de l'établissement. Donc, chaque collège, chaque cégep a évidemment ses propres ressources qui peuvent s'ajouter à cette espèce de sac à dos-là pour faire qu'au final, l'ensemble de ces ressources-là, au niveau des enseignants, on a un développement professionnel, si on veut, qui grandit au fil des années. Donc, ce qui serait intéressant à cette étape-ci, c'est d'aller voir du côté des étudiants. Donc là, on parle au niveau des adultes, mais est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient être mis en place par rapport aux bases numériques, par rapport aux étudiants? Mais Marilyn, je te laisse la parole pour la suite du webinaire. J'aimerais tout d'abord, excuse-moi Marilyn, mais qu'on réponde à la question de Sylvain Lafrance. Bon, nous, on le sait parce qu'on a nagé dedans, mais il voudrait avoir des précisions entre la distinction entre l'octroyeur et l'appréciateur. Oui, je peux y aller. Oui, rapidement, là, oui. Effectivement, l'octroyeur se trouve être vraiment l'entité, l'organisme qui décide qu'elle veut reconnaître quelque chose à des personnes qui viennent justement là, apprendre, développer des compétences, etc., là, dans son environnement, on pourrait dire. Et l'appréciateur se trouve être quelqu'un qui vient constater qu'une personne a eu cette reconnaissance-là. Puis je pense que c'est peut-être ce qui nous amène vraiment de passer la parole à Marilyn, parce que l'exemple au collégial est extrêmement concret, c'est-à-dire si on reconnaît quelque chose à un étudiant, donc c'est l'institution qui le fait, et l'étudiant, après ça, s'il vient le déposer dans son portfolio professionnel, s'il en fait mention dans une entrevue, qui met ça dans son CV, puis qui a un lien cliquable, bien, la personne qui vient lire, qui vient comme recevoir la candidature, c'est l'appréciateur, et qu'elle peut aller vérifier qui est l'octroyeur, puis évidemment valider que c'est bien le récipiendaire, c'est bien la personne qui postule aussi. Là. Fait que on se trouve à être ça comme distinction à ce niveau-là. J'espère que ça répond simplement à la question, mais je trouvais que ça faisait une belle tape dans la main à Marilyn pour qu'elle puisse continuer avec l'exemple. L'octroyeur, donc, c'est l'établissement qui octroie, puis l'appréciateur, c'est le futur employeur qui prend connaissance du badge. Parole à Marilyn. Vas-y, Marilyn, on a hâte de t'entendre. Diapo suivante, M. Maxime, s'il vous plaît. Alors voilà. Merci beaucoup Maxime et Sébastien. Eux, ils ont fait un peu la poutine technologique. Moi, c'est beaucoup plus, comment je dirais bien ça, naïvement que je vous parle des badges pour l'étudiant au collégial. En fait, je m'intéresse aux badges depuis plusieurs années. Je m'intéresse aux badges depuis mon passage au réseau des répondantiques quand est venu le moment de reconnaître des habiletés, notamment les habiletés du profil TIC des étudiants. On voulait développer ces habiletés-là chez les étudiants, mais ce n'était pas prescrit, ce n'était pas inscrit dans les devis. On trouvait ça important quand même de le faire et on s'est dit comment on pourrait reconnaître l'acquisition de ces habiletés-là et on en est venu à discuter du badge numérique. Donc, ça date quand même de plusieurs années que je m'intéresse au badge pour l'étudiant du collégial parce que là, on n'est pas dans le développement professionnel, mais on est plutôt dans la reconnaissance de tout ce qui peut être porteur, pertinent dans la vie d'un jeune de 17, 18, 19 ans. Et bien naïvement, je vais vous dire, quand j'ai réfléchi au système de badge dans mon collège, j'avais peut-être une petite intention de témoigner, de dire à l'élève, écoute, ce que tu fais en dehors de tes cours dans lesquels tu as une attestation, tu vas avoir un diplôme, tout ce que tu fais à l'extérieur, on peut le reconnaître. Mets ça dans ton sac à badge et ton sac à badge, tu vas le garnir tout au long de ta vie de personnes, de citoyens. Donc, j'avais déjà l'intention d'implanter une petite graine de formation continue, d'implanter une petite graine de développement professionnel. Donc, c'est comme les éduquer, dans le fond, à ce qui s'en vient plus tard. Je vous disais tout à l'heure que c'est très simplement que je vais vous parler de la matrice du Cégep de Rivière-du-Loup. Il s'agit, mon discours aujourd'hui, c'est simplement pour l'enseignement régulier. J'ai vu ça passer dans le chat tantôt. Donc, c'est
les programmes du secteur régulier qui sont touchés par ça, les élèves du régulier, parce que la formation continue du Cégep de Rivière-du-Loup ainsi que le Centre collégial de transfert de technologie sont à réfléchir à leur propre système de badge numérique. Donc, évidemment, malgré l'intention de reconnaître ce qui se fait dans la vie d'un jeune au collégial de 17 à 19 ans, j'ai quand même un grand souci de valeur, de crédibilité et de reconnaissance. Maintenant, qui s'intéresse au badge? Parce que là, vous voyez, là, vous avez une image de tous les secteurs où on peut reconnaître certaines choses. Qui s'intéresse au badge numérique dans mon établissement? Bien, évidemment, les programmes d'études. Les programmes d'études, notamment pour Arlette Communication, qui éventuellement s'apprêtent à développer les habiletés du profil type et s'interrogent à savoir comment on pourrait les reconnaître, puisque ça ne fait pas partie du cursus, ce n'est pas inscrit dans le devis. Donc, le badge numérique devient une solution intéressante. Ça intéresse également le secteur du socio-culturel. Donc, pour les élèves qui sont ambassadeurs, qui s'impliquent, qui organisent des événements, des levées de fonds, on veut reconnaître cette implication-là sociale de nos étudiants. Donc, le socio-culturel s'intéresse aussi à l'attribution d'un badge, plus d'implication, par exemple. Et tout récemment, il y a le service de consultation qui m'a approché, qui s'intéresse aussi à comment on pourrait reconnaître encore là l'implication des étudiants, notamment pour les vigiles, les sentinelles, pour la prévention du suicide, les élèves qui s'engagent socialement dans l'institution. Donc, vous avez là des exemples. Engagement, attitude, valeur, j'en ai parlé tantôt, ça peut être du bénévolat. Un élève qui s'implique beaucoup dans le bénévolat pourrait se voir reconnaître par son programme d'études un badge numérique pour attester de ça parce qu'on est fier de ce que fait cet étudiant-là pendant ses études. Ça peut être aussi la collaboration, par exemple, les étudiants pourraient organiser un événement comme ça, sans que ça soit prescrit dans le contexte de leur cours, mais ils le font parce qu'ils sont impliqués, donc on peut reconnaître un badge à cet égard-là. Évidemment, ça peut être aussi du rendement des réalisations. Par exemple, nos centres d'entraînement, ce qu'on appelle aussi les centres d'aide dans le réseau collégial, en mathématiques, en français, en soins infirmiers, on attribue des badges pour les réalisations que l'étudiant fait de manière à le maintenir motivé et à l'encourager à poursuivre. Et un autre élément, participation à événements et activités. En fait, ce qui m'a amené à réfléchir à une matrice de badge numérique au Cégep de Rivière-du-Loup et à une identité corporative pour attester de la crédibilité, de la valeur et de la reconnaissance, c'est lors d'un événement qui se tient annuellement dans mon collège, qui est la semaine des arts et du design, où il y a 3 programmes d'études qui se mettent ensemble pour organiser une belle activité qui dure toute la semaine. Et là, on m'avait approché pour me dire comment on pourrait encourager nos étudiants à reconnaître la participation pour l'étudiant qui est plus leader, l'étudiant qui est plus engagé ou l'étudiant qui fait simplement participer parce que c'est sur une base volontaire. Alors, le badge numérique m'apparaissait comme quelque chose de très approprié puisque quand l'élève serait sur le marché du travail par la suite, il pourrait dire à son employeur, ben voici, moi, je me suis impliqué en 2021 à la Semaine des arts et du design dans tel contexte, tel contexte. Et là, ben, j'avais la chance de participer à ça avec le département de graphisme. Donc, évidemment, on s'est dessiné 3 beaux badges et on a bien pris soin d'inscrire, d'encrypter, si vous voulez, en arrière du badge, de l'image qui était belle. Pourquoi on attribuait ce badge-là? Ça a très bien fonctionné, sauf que, si tu veux passer à la diapo suivante, Maxime, sauf que
force est d'admettre, j'avais comme un malaise à me dire les magnifiques badges qui ont été dessinés par la graphiste dans le cadre de la Semaine des arts et du design, c'était pas reproductible pour d'autres activités dans mon collège ou difficilement reproductible. En fait, ça faisait que le badge n'était pas pérenne. Je ne pouvais pas l'utiliser à d'autres sources. Donc, de là m'est venue l'idée de faire un badge corporatif et vous avez là, dans le fond, des exemples pour l'étudiant du collégial et c'est voulu pour ces deux formes différentes. Ce que vous voyez au premier regard, à quoi ça ressemble, bien, c'est d'abord le logo du collège, c'est l'octroyeur. Le Cégep de Rivière-du-Loup est l'octroyeur, donc c'était essentiel que ça apparaisse. On en parlait tantôt, comme le Cégep de Rivière-du-Loup octroie, l'image corporative est importante. On ne peut pas se permettre d'avoir un design qui ne répond pas aux normes graphiques et ainsi de suite, parce que le jeune de 17-19 ans, lui, il met ça dans son sac à badge et dans 5 ans, ça se peut qu'il soit fier de dire qu'il a fait du tutorat au Cégep de Rivière-du-Loup. Et là, il faut qu'il présente ce badge-là. Il faut que le badge ait une belle facture. Donc, on a le titre du badge, on a deux formes différentes et on a les couleurs de l'institution. On a également le niveau de réalisation, un peu comme Cadre 21 pour le développement professionnel. Bien, on a explorateur, architecte, virtuose, innovateur. Bien, c'est la même chose ici. Et là, je vous dis, on va aller à la diapo suivante, Maxime. Alors, vous avez là notre matrice de badge numérique au Cégep de Rivière-du-Loup. Et là, peut-être que ceux les plus aguerris parmi vous vont voir, dans le fond, que Marilyn n'a rien inventé du tout. Non, je n'ai rien inventé. Je me suis inspirée de Le Dôme. Le Dôme, c'est un regroupement de passionnés de technologie en Europe. C'est un espace collaboratif d'innovation ouvert à tous les publics. Et eux, ils ont fait à plusieurs têtes, ils ont réfléchi à un système comme ça qui pourrait être pérenne et imaginez-vous donc qu'on peut utiliser, qu'on est encouragé à utiliser, qu'on est encouragé à partager et à transformer. Alors, tout ça pour vous dire que si demain matin, Marilyn Nadeau, qui gère les badges numériques actuellement, n'est plus à l'emploi du Cégep de Rivière-du-Loup, le projet badge numérique va vivre encore parce que la matrice, ça devient notre cadre de référence. N'importe quel autre conseiller pédagogique ou responsable de l'attribution des badges chez l'octroyeur qui est le Cégep de Rivière-du-Loup va utiliser cette matrice-là. Si on va, avant de vous expliquer le détail de chaque badge, je vais faire ça rapidement, mais Maxime, si tu vas aller à l'autre diapo. Alors, voici la matrice qui est proposée. Je vous ai mis le lien, donc la matrice graphique. Il la partage, donc, afin d'accélérer et faciliter son appropriation par le plus grand nombre de structures et de réseaux. Plus on va être nombreux à standardiser les badges dans nos institutions scolaires, je m'avancerai à dire plus ça va donner de la valeur et de la crédibilité au processus. Donc, cette licence-là permet de remixer, arranger et adapter à condition que moi, Cégep de Rivière-du-Loup, j'autorise la même chose avec ma matrice à moi. Et je vais vous dire, c'est mon plus grand souhait. Mon souhait, ce serait que le Cégep de Rimouski, le Cégep de Thetford Mines disent, Marilyn, est-ce qu'on peut partir de ta matrice et la mettre à notre couleur? Bien oui, ça implique que tu vas mettre les couleurs de ton collège, tu vas mettre le logo de ton collège et tu vas peut-être, dans le fond, changer peut-être les classes ou les symboles, mais les savoirs et les compétences, l'engagement et la participation vont être les mêmes. Alors, concrètement, ça fonctionne comment? On va à la diapo suivante. Je n'ai pas fait ça tout seul. Donc, je suis partie de la matrice du Dôme et avec la conseillère en communication, la graphiste de mon service de communication, on s'est assis et on a travaillé très, très fort à
une image léchée, structurée, toujours dans un souci pérenne. C'est-à-dire, j'ai une matrice qui est figée, qui est cristallisée, mais si ma graphiste, demain matin, s'en va travailler ailleurs, celle qui la remplace doit être en mesure de produire les badges de la même manière, encore là, pour assurer la crédibilité de tous les autres qui ont eu des badges précédemment et des futurs badges qu'on va attribuer. Donc, elle s'est fait un cadre de référence qui est le suivant. Donc, c'est une recette et on peut aller à la suivante. Voilà. Donc, quand un conseiller pédagogique ou quand un enseignant ou un professionnel d'un service, soit le socioculturel ou le service de consultation, dit « Marilyn, on voudrait attribuer tel type de badge. » On en discute comme il faut pour savoir est-ce que c'est dans la catégorie savoir et compétences ou dans la catégorie engagement et participation. Vous avez vu tout à l'heure les deux badges que je vous ai montrés. Vous en aviez un rond et vous en aviez un peu en goutte d'eau. Donc, tutorat, ça, c'est dans engagement et participation, c'est plus la goutte d'eau. Et vous avez également le rond où ça, c'est savoir et compétences. Une fois qu'on a ciblé la catégorie, on va aller dans la sous-catégorie. On badge pourquoi? Est-ce que c'est un savoir, un savoir-faire, un savoir-être ou une compétence? Et là, ma graphiste, je l'adore, elle est wise, elle a dit, ben Marilyn, une compétence, c'est savoir, savoir-faire, savoir-être, ben, on va mettre un dégradé de couleur qui va chercher les trois niveaux. Donc, et on a également choisi des formes qui distinguent un peu chaque badge. Idéalement, également, c'est nos couleurs à nous. C'est les couleurs de notre site web, c'est les couleurs de nos réseaux sociaux. Donc, si on poursuit l'autre diapo, une fois que ça c'est fait, on détermine quel niveau on veut mettre. Donc là, on y est allé avec un système d'ailes un petit peu. Là. Donc, plus j'ai du mauve ou du bleu, là, selon ce que vous voyez à l'écran, plus j'ai du bleu qui recouvre, bien, plus j'ai un haut niveau. Donc, découverte, expérience, participation, réalisation, innovation. Alors, une fois qu'on a statué là-dessus, c'est assez simple. Soit le conseiller pédagogique ou au programme ou moi, on discute avec la personne qui va attribuer le badge. Je fais une petite liste à cocher. Je passe ma commande au service des communications. Stéphanie, avec sa petite recette, son cadre de référence, elle me produit l'image. Et là, vous avez très bien compris que c'est une image qu'elle me produit. Maintenant, reste la preuve à rédiger et à produire. Et ça, je fais ça avec le spécialiste de contenu ou la personne qui veut octroyer le badge. Donc, si on va à la dernière diapo, ou l'autre diapo après, Maxime, y en a-tu d'autres? Ah oui, celle-là. Donc, voici. Vous avez la roue complète. Vous avez l'octroyeur qui est le Cégep de Rivière-du-Loup, qui me mandate, je veux dire, ou encore les conseillers pédagogiques au programme. Bref, il y a quelqu'un qui s'occupe de s'assurer de l'image corporative. Pourquoi c'est comme ça? Bien parce que ça va avec la crédibilité et la valeur du badge. Ensuite, je passe la commande pour avoir le badge. Vous avez un exemple de badge, par exemple, pour le tutorat. Maintenant, ce qui est important pour nous, contrairement à Cadre 21, c'est-à-dire que nous, on n'émet pas via un site web, on émet via notre environnement numérique d'apprentissage. Et là, l'élève, il peut choisir de le laisser là. C'est peut-être le petit bout qu'il me reste à faire avec les élèves pour les amener à mettre ça dans leur sac à badge. Notre Moodle est paramétré pour que l'élève il mette directement son badge dans Badger. Et on a des élèves qui ont déjà plusieurs badges là, qui sont allés déposer dans leur sac à badge. Éventuellement, quand ils vont faire d'autres activités, ils vont pouvoir, en plus de ceux du Cégep de Rivière-du-Loup, ils vont pouvoir les mettre dans leur sac à badge. Alors, l'avenir, ce que j'aimerais pour l'avenir, là, c'est que les institutions s'inspirent de ce que Dôme a fait. J'aimerais vraiment beaucoup ça.
Tous nos élèves tuteurs dans notre institution, on veut vraiment reconnaître le temps qu'ils investissent. Donc, on va leur attribuer des badges, on va leur montrer comment le mettre dans le sac à badges. Et tous nos centres d'entraînement, nos centres d'aide vont badger les cheminements des étudiants dans un objectif de les encourager. Voilà. Un super gros merci, Marilyn. Merci d'avoir donné des exemples en lien avec une pratique dans un collège qui m'apparaît extrêmement pertinente, utile. Et je me souviens que, bon, dans un cégep à Drummondville, à l'époque, le badge n'existait pas, mais on attestait de l'acquisition de certaines compétences, entre autres celle du prophétique des étudiants. Et le futur employeur qui voyait que l'étudiant présentait une attestation de la maîtrise de telles compétences, ça suscitait énormément d'intérêt. Donc, c'est une très bonne façon, effectivement, pour les étudiants de valoriser les compétences qu'ils ont acquises durant leur parcours, des compétences ministérielles, bien sûr, mais d'autres compétences. Et ça ne peut être qu'un plus pour l'étudiant. Et bravo aussi pour le travail aussi réalisé, là, bien sûr, avec ton collège là, pour la concrétisation de ce projet-là. Merci aussi à Maxime et à Sébastien. C'était passionnant. Il y a une question qui a été posée par Élise. Il y a deux questions. Si vous me le permettez, je vais vous les poser. Il nous reste 1 minute. La première vient d'Élise Bélanger. Alors, dans cet écosystème de badge qui se développe à la vitesse grand V en ce moment, comment il sera possible de différencier la valeur ajoutée de la formation continue des institutions publiques versus la formation continue des institutions privées? Et toute une question. Oui, toute une question, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que j'ai commencé à répondre, puis je me dis, oh, je pense que c'est plus facile d'y aller de vive voix. Bien, en fait, le premier élément, je dirais, c'est la crédibilité de l'institution en partant, qu'elle soit publique ou privée. Quelle est la crédibilité, quelle est la réputation de l'institution en partant? Donc, je pense qu'au-delà, puis là, on parle de deux types d'institutions, mais dans le fond, on pourrait étendre la question à l'ensemble des gens qui vont produire des badges numériques. Donc, quelle est la valeur ajoutée? Bien, on va beaucoup ça va beaucoup reposer sur vraiment la crédibilité de l'institution en tant que telle. Donc, à l'émetteur, en fait, la personne qui va octroyer l'octroyeur, si on veut, du badge. Si je comprends bien la question là, dans ce sens-là. Il y a une autre question qui vient il y a 2 autres questions, mais bon, Sylvain Lafrance pose la question, est-ce que l'acquisition de badges numériques pourrait contribuer à l'atteinte des objectifs standards d'un programme d'études et peut-être reconnaître un ou des cours dans le cursus? Là, je pense que c'est le diplôme là, qui va faire foi de l'acquisition de ces compétences-là. Je ne pense pas que le badge pourrait le faire en tant que tel, mais je vous laisse répondre. Bien, en fait, non, le REC ne le permettrait pas. Et puis, tu sais, dans la diapo que Sébastien a présentée, c'est le badge numérique ne doit pas se substituer à quelque chose qui est reconnu, qui a une valeur académique, je sais, c'est un anglicisme, là, qui a une valeur académique. Le badge numérique au secteur collégial particulièrement, c'est vraiment pour la reconnaissance de tout ce qui est hors cursus. Et c'était, je vous dis, là, c'était grand temps qu'on s'en préoccupe là, pour encourager les belles actions des jeunes qui sont dans nos collèges. Un élément que je peux peut-être aborder, c'est qu'on est en discussion, nous, avec une université actuellement pour que certains badges numériques soient inclus à une reconnaissance de crédit universitaire, mais attaché à quelque chose qui est plus long, c'est-à-dire que ce ne serait pas un seul élément, par exemple, une seule formation du cadre 21, mais plutôt dans le type d'un parcours de formation dans lequel une formation du cadre 21 pourrait s'insérer. Donc, au-delà de la reconnaissance d'une formation complète faite sur une auto-formation. Dans notre cas, à nous, c'est des auto-formations, donc ça s'y prête peut-être moins. Par contre, bien, dépendamment de comment la formation est montée, est-ce qu'il y a un lien qui peut être fait entre est-ce que ça peut faire partie d'un cours, est-ce que ça peut faire partie d'un élément menant à la reconnaissance? Peut-être que ça peut être un élément. L'autre chose, c'est qu'on a des chargés de cours dans les universités, principalement en formation initiale, qui utilisent les badges numériques du cadre 21, en fait, les formations du cadre 21, comme travaux universitaires. Donc, la réalisation d'un badge de niveau 1, par exemple, du niveau explorateur, est requis pour comme un des travaux qui est demandé
au niveau du cours. L'aspect du cadre 21, c'est aussi que le deuxième niveau, au niveau des formations, mène à la création de contenu. En fait, il faut qu'ils vivent une activité avec les élèves. Donc, il y a une partie pratique qui était là, qui se prêtait bien en formation initiale. Donc, c'est un peu la parenthèse que je voulais faire par rapport à cet élément-là. Peut-être dernière petite question, là, il faudrait qu'on ait terminé à 12h50. La question vient de Julie Fréchette qui pose la question suivante. Pouvez-vous, s'il vous plaît, aborder les liens possibles avec un processus d'accréditation de formation? Ben, accréditation, je ne suis pas sûr de saisir, moi, de mon côté. Moi non plus, je ne suis pas certaine. Si Julie, je peux vous donner le droit de parole, j'aimerais peut-être que vous puissiez peut-être un instant. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK, parfait. Oui, c'était juste pour savoir par rapport à, est-ce que ça pourrait être associé à une formation accréditée? Un badge, par exemple, avec un nombre d'heures accrédité, dans le sens que certains étudiants vont éventuellement devenir des professionnels et puis ensuite, est-ce que ça pourrait venir se cadrer dans une norme professionnelle associée à un ordre professionnel, entre autres? Je dirais pourquoi pas. Ça serait un élément possible. Mais dans l'accréditation, je vais prendre l'exemple du cadre 21 parce que c'est ce qu'on fait chez nous. On a, par exemple, une formation qui porte sur l'utilisation d'une trousse d'intervention en milieu scolaire. Puis cette trousse-là, la réussite de la formation est nécessaire pour pouvoir utiliser la trousse en milieu scolaire. Donc, c'est une forme d'accréditation, c'est-à-dire que c'est obligatoire de faire la formation. Dans ce cas-ci, c'est sur le site du cadre 21, mais ça pourrait être une autre plateforme, on se comprend, mais c'est nécessaire pour pouvoir utiliser la plateforme. Donc, oui, il y a un élément d'accréditation qui est possible de faire à partir du moment où les critères de réussite sont clairement établis, puis qu'on dit, bien, pour être capable d'obtenir, si on veut, le badge numérique, bien, il y a des étapes à établir, où il y a des éléments à faire qui vont mener à l'obtention du badge numérique. Donc, probablement que oui. Geoffroy confirme, oui, dans le clavardage, que c'est possible. Oui, c'est ça que Geoffroy a compris. Oui, effectivement, ajouté, effectivement. Écoutez, je crois que d'autres chats nous attendent chacun de notre côté, d'autres activités. Merci énormément pour ce webinaire. Merci pour votre générosité et un merci particulier à Marilyn, dont c'était, semble-t-il, la dernière présentation orale de sa vie. Et voilà. Merci beaucoup tout le monde, puis on se dit à bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir, c'était un plaisir.